Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je profite d'un cadre tout particulier. Je suis actuellement au golfe de Chantilly. Je vais ici tester un produit dont je vous parlerai très prochainement sur la chaîne. Et c'est juste la folie. En ce moment, tous les constructeurs font leurs annonces, leurs présentations, côté TV, naturellement. Et je vous avais promis, dans ma vidéo de présentation de la gamme TCL 2025, d'y revenir en découpant cette grande vidéo qui durait presque 1 heure. Et oui, j'avais beaucoup de choses à vous dire sur ces nouveautés pour le constructeur TCL. Je vous ai parlé du C8, du C6, du C7, du C9, du X11, mais je vous ai aussi fait un gros morceau sur tout ce qui va être commun, peu ou prou, à toutes les gammes de télé en 2025, téléviseurs LCD, mini LED. Je vous propose de retrouver le mois d'il y a quelques jours pour refaire le point donc sur ce qui va arriver dans la gamme 2025 et qui va être appliqué à certains modèles, parce que oui, il y aura bel et bien des spécificités en fonction de chacun des téléviseurs, c'est classique. Je pense notamment, par exemple, au filtre Crist Glow, fameux filtre anti-reflet que j'ai trouvé peut-être un petit peu trop glossy. Bref, vous allez tout savoir là-dessus, mais aussi sur des choses bien spécifiques. Et oui, ces fameuses dalles HVA, WHVA, et puis cette annonce, ces explications qui m'ont été apportées par Marek quant à ce système de rétroéclairage qui utiliserait des miroirs pour mieux maîtriser la lumière. C'est inédit et je vous en parlais. Allez, c'est parti, on bascule tout de suite sur le mois depuis mon bureau à Paris. Commençons d'abord par les points communs de certaines de ces gammes qui sont en fait présentées pour cette série C comme étant des téléviseurs LCD mini LED dits de 7e génération. Il y a un autre élément plus important cette fois-ci, parce qu'on n'est pas juste dans la dénomination un petit peu marketing, c'est ce qui vous a fait réagir le plus, notamment au moment du CES de Las Vegas en janvier dernier. Vous avez vu apparaître ces dalles WHVA. Alors c'est quelque chose qui existait chez TCL CSOT, constructeur de dalles, et qui du coup se retrouve intégré cette année de manière officielle sur les produits finaux de TCL. Voilà, la compagnie cette fois-ci qui construit les TV tels que vous les achetez. Encore une fois, c'est le distinguo à faire entre un Samsung Display, un Samsung Electronics, un LG Display et un LG Electronics. Sachant que TCL CSOT a racheté également les usines, repris cette partie production de dalles LCD, notamment pour LG Display, donc a racheté ces usines-là. LG Display qui fabriquait aussi des dalles, cette fois-ci sur des structures IPS, et ils ont fait de même aussi avec Samsung il y a de ça maintenant plusieurs années, 3 ou 4 ans, je ne sais plus, c'était 2020, 2021 ou 2022, petit doute à l'instant, mais voilà. Donc ça, TCL CSOT aujourd'hui a dans son portefeuille, dans ses capacités de production, de multiples choses, dont ces fameuses dalles WHVA. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le VA reste du vertical alignment, et en fait, dans cette dénomination HVA, le H est juste là en référence à Huaxing. Cette lettre fait justement, elle aussi, référence aux initiales chinoises de CSOT. Mais en gros, ce sont des dalles VA, sauce TCL, CSOT, qui reprennent cette structure dite verticale alignement des pixels, qui, dans les faits, favorise les taux de contraste par rapport à une dalle IPS qui, elle, va être plus efficace, notamment sur les angles de vision. Et c'est justement là-dessus que TCL CSOT a souhaité travailler en lançant cette fois-ci les dalles WHVA, où le W, est synonyme de Wide Viewing Angle, donc ce qui promet tout simplement de corriger les limitations un petit peu structurelles dans le TV côté angle de vision, et vous allez le voir qu'il y a bel et bien des choses qui évoluent. Donc si j'ai patienté d'ailleurs avant de réaliser cette vidéo, c'est bien parce que je comptais essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce qui change dans le TV, en discutant notamment avec les équipes, bien entendu, TCL France, mais plus précisément aussi avec l'espèce de directeur technique un peu furieux et très intéressant, bref, que moi j'adore, et vous le savez, j'ai déjà dit de nombreuses fois, alias Marek. Voilà, donc d'abord, sachez que je serai en mesure aussi de vous détailler tout cela beaucoup plus précisément dans les tambouilles, les nouvelles recettes, etc. à l'occasion du prochain voyage TCL Expert Meets Expert. Je peux vous dire que j'ai vraiment super hâte. Donc en l'état, ce que Marek m'a expliqué sur la particularité des systèmes de rétroéclairage mini LED, et là je pense qu'on va arriver déjà dans une partie un petit peu originale et un petit peu peut-être inédite par rapport à ce que vous avez pu voir, c'est que les diodes qui sont intégrées dans les systèmes de rétroéclairage mini LED, a dit en fait la logique de l'onde lumineuse du faisceau lumineux de ces mini LED, en fait il est un peu en forme de pic. Donc grosso modo, ce qui nous permet, quand on les voit notamment dans les salons,
à un certain niveau d'intensité, etc., d'avoir vraiment un point qui nous semble très très précis au niveau du panneau de rétroéclairage. C'est-à-dire que quand il nous enlève ces fameuses dalles LCD et qu'on voit ce qui se passe, on a vraiment l'impression que c'est un peu typique. Mais dans les faits, ça c'est déjà des diodes qui sont travaillées et qui en plus sont limitées dans leur puissance lumineuse. Ici, dans la nouvelle génération, ils se sont dit, nous aujourd'hui, pour atteindre des meilleurs angles de vision, on a besoin de retravailler sur la forme de ce faisceau lumineux. Alors, ce qui était déjà le cas, on sait que TCL est passé notamment par des structures dites de round halo. On sait qu'on est passé par donc ces mini LED qui jusqu'à présent étaient encapsulés dans des trucs rectangulaires, qui maintenant ils sont encapsulés dans des trucs ronds, etc. C'est pour ça que je suis très curieux d'aller un petit peu plus loin, de creuser un petit peu plus le sujet. Et cette année, eh bien, avec ces dalles WHVA, Marek m'a tout simplement dit qu'en fait, le système de rétroéclairage est composé de 2 miroirs. Donc, il m'a dit, on considère qu'on a la diode qui émet son faisceau lumineux un peu en forme de pointe comme ça. Et puis ensuite, elle va aller taper un premier miroir qui est donc, grosso modo, parallèlement au panneau LCD, voilà, donc hop, j'ai mon panneau LCD, j'ai mon petit miroir, la lumière arrive, elle tape sur le premier miroir, elle est renvoyée sur un second miroir qui lui ensuite est renvoyé vers le panneau LCD. Alors ça concrètement, comment ça va se jouer et comment ça va profiter, parce que je me dis, mais est-ce que ces miroirs, ils ont une forme particulière? Est-ce que justement l'idée c'est de resserrer un petit peu plus le faisceau, de retravailler un petit peu différemment? Et là il m'a clairement dit, hey, mec, il faut que tu patientes un petit peu parce qu'on va te le montrer, c'est pas simple à expliquer comme ça. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la chaîne YouTube des vidéos où je suis sur cet événement TCL Expert Meets Expert et où on a accès à ces panneaux de rétroéclairage et où on voit comment les diodes se comportent et on arrive déjà à identifier les formes de l'image au travers de la simple diode. Alors, il n'y a pas de colorimétrie, contrairement à un système de rétroéclairage RVB par exemple. Le RVB a été aussi montré en tant que prototype chez TCL CSOT, mais on va pas s'en reparler tout de suite. J'ouvre la parenthèse, on lui a posé la question, il nous a dit les gars, sur le RGB, il va falloir patienter encore un petit peu parce que de notre point de vue, il y a encore beaucoup de travail à faire dessus. Donc on va voir ce que nous présenter les concurrents. Est-ce qu'ils vont s'y casser les dents ou pas? On voit que ASN c'est très agressif là-dessus. Sony est un petit peu plus tranquille. Ils annoncent 2026. Il n'est pas impossible aussi que chez TCL CSOT, même si eux, ils travaillent d'ores et déjà, et pas que depuis 2 mois, ils travaillent depuis longtemps. Quand on était, pardon, je digresse, mais quand on était sur ces panneaux-là que l'on a vus, Marek m'a aussi rappelé, il m'a dit attention parce que ce que tu as vu, ce sont des panneaux pour lesquels, dans le cadre de Expert Meets Expert à Varsovie, il nous plaçait des filtres, en fait, ces espèces de gros filtres qui ne laissaient passer que 5% de la luminosité. Donc là déjà, on se disait ok, on arrive déjà à percevoir ce qui se passe derrière l'écran. Ensuite, il y a eu cet effet plus impressionnant encore sur le CES de Las Vegas. Et durant cet événement, ils avaient leur mur. Moi, je n'y étais pas, mais vous avez peut-être vu des images et des vidéos chez certains confrères, où justement, eh bien, on avait l'impression juste que le rétroéclairage était encore plus précis, encore plus net, et qu'on y voyait encore mieux. Ce que m'a expliqué Marek, en fait, c'est que sur place, au moment du CES, eh bien, ils avaient en fait abaissé physiquement le rétroéclairage des panneaux à hauteur de 5%. Mais quand on est à Varsovie sur un événement TCL Expert Meets Expert, ils sont avec nous, il n'y a pas de grand public, on est entre experts justement, en tout cas entre personnes initiées, et on va pas faire de conneries, parce qu'on sait que clairement, derrière le rétroéclairage, quand le truc nous est dit, là vous avez que 5% de la luminosité qui passe, on sait que si on va gratter et soulever le panneau, ça peut être très dangereux pour les yeux. Et au moment du CES, eh bien ils ont refait la même démonstration, sauf que là, techniquement, les panneaux étaient abaissés avec une bridée à une luminosité de 5%. Parce qu'il y a du public, parce qu'il peut se passer n'importe quoi. Le truc, la grille, le système de protection peut être cassé, de la lumière peut venir à passer au travers. Quand on promet un pic de luminosité à 6000 nits à l'avant d'un panneau LCD, je peux vous dire que derrière, ça pousse, et ça pousse vraiment très 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 fort. C'est des dizaines de milliers de nits, et donc c'est dangereux. Donc tout ça pour vous dire que on a une vraie différence structurelle et qui du coup, eh bien, pourrait notamment être lié, enfin, qui pourrait être un des éléments, et je pense que ça l'est clairement, un des éléments de ce fameux nouveau WHVA et qui va améliorer donc les angles de vision. J'ai aussi appris en discutant plus en détail avec Marek, puisqu'on lui a dit, bon ok, on a vu qu'on avait un système de rétroéclairage qui était géré sur 16 bits, 65 536 niveaux pour la gestion de la luminosité de la diode, et puis il y a eu des choses autour de 20, 23 bits également qui étaient évoquées. Là aussi, il m'a dit, attention, parce que là-dessus, les discours, ils évoluent aussi. Effectivement, on vous annonce qu'on a plusieurs dizaines de milliers de paliers, mais en fait, il faut quand même considérer que ces paliers, eh bien, ils sont
utilisés à la fois côté panel du rétroéclairage, à la fois rétroéclairage, diode, donc les fameux backlight master drive chez certains constructeurs, mais grosso modo les chipsets qui vont gérer les variations de luminosité de chacune des diodes, de chacune des mini LED. Et puis il y a aussi une gestion à assurer du côté du panneau LCD. Donc par exemple, quand on nous parle de 22, 23 ou 24 bits, eh bien c'est plutôt une logique de divisé par deux, c'est-à-dire qu'on aurait par exemple 2 fois 12 bits sur un panneau, 12 bits pour la gestion des mini LED et 12 bits côté panel LCD dans la variation de l'état de ces pixels. Parce que justement, ces pixels dits VA, Vertical Alignment, là je vous invite à aller voir d'autres papiers, d'autres choses, le principe de ces pixels, c'est qu'ils bougent justement sur un axe qui les met plus ou moins verticaux sur le plan de la dalle, et donc c'est dans cet état de rotation, entre guillemets, des pixels, que là aussi il faut pouvoir intervenir le plus précisément possible. Ce que Marek me dit, c'est que néanmoins, si ces dizaines de milliers de paliers sont intéressants, mais sont, comme lui dirait, qu'une énième valeur technique, eh bien là où c'est intéressant, c'est qu'il m'a dit, ok, de toute façon aujourd'hui, cette gestion, on savait le faire à partir d'un certain seuil de luminosité. Donc c'est notamment sur la gradation dans les basses lumières que s'est porté le plus gros du travail pour TCL. Gradation justement plus précise, plus fine. Comment on fait pour mieux reproduire des choses, des détails dans les zones sombres de l'image, pour là aussi coller plus efficacement avec la sensibilité de notre œil. On a aussi eu des informations quant à la réactivité désormais aussi. Il nous annonce des temps de latence bien inférieurs qui, alors, devraient nous rapprocher. On sait que l'OLED, en l'occurrence, c'est auto-émissif, donc dans sa production, dans son changement d'état, c'est de l'instantané. Et là aussi, eh bien, ils nous ont dit, à partir du moment où la diode va recevoir son instruction, où le pixel va devoir changer d'état, eh bien la latence dans tout cela serait encore optimisée et donc ça va améliorer la réactivité du panneau, réduire aussi peut-être certains effets que l'on pouvait avoir. Mais attention, parce que on sait que certains phénomènes sont aussi amplifiés. Par exemple, sur de la technologie OLED, on peut penser par exemple aux effets de saccade, où on voit parfois que peut-être le fait que le pixel auto-émissif soit si rapide amplifie certains phénomènes, là où justement la technologie LCD, couplée à un processeur qui anticipe ce genre de phénomène, qui applique certains lissages, qui applique certains traitements à l'image, qui vont avoir tendance à adoucir ces effets de saccade plutôt qu'accentuer, par exemple sur un 24p. Vous êtes nombreux à me parler régulièrement des effets de saccade. Je vous cache pas que j'ai un petit peu mis ça de côté parce que il y a saccade, il y a micro-saccades qui sont avérées, notamment sur le C89B, où elles sont reproductibles à des endroits exacts, où il n'y a pas de raison d'avoir des micro-saccades, on voit bien qu'il se passe quelque chose dans le traitement. Et là-dessus, en tout cas, techniquement, TCL se serait donné les moyens de proposer quelque chose de plus efficace encore à faire à suivre. Donc, au-delà de ces évolutions qui me font déjà bien triper, il faut aussi prendre en compte l'arrivée d'un autre truc dans cette gamme de 2025, c'est le fameux Crest Glow. Voilà, alors celui-ci, eh bien, regroupe tout simplement, d'une certaine manière, la typologie de la dalle et la nature de sa structure. C'est-à-dire que vous verrez peut-être ou pas, en tout cas c'est une mention que l'on a, nous, peut-être que vous le verrez pas en magasin, peut-être que certains revendeurs vous en parleront, on a du Crest Glow WHVA et Crest Glow HVA. Donc moi je vais garder un petit peu cette partie Crest Glow comme étant la dénomination du nouveau revêtement pour lequel j'ai pour l'instant encore envie de prendre beaucoup de pincettes. Sachez que ce revêtement, il est appliqué au C7, C8, C9K et X11K. Est-ce qu'il est meilleur dans la gestion des reflets que ce qui est intégré aujourd'hui à un TCL C89B? Très sincèrement, je n'en suis absolument pas sûr. C'est très difficile à affirmer dans le cadre de la découverte que nous avons eue, dans une pièce qui est certes lumineuse, mais avec des éclairages électriques qui étaient assez hauts au niveau du plafonnier. C'était un grand espace très haut de plafond. Mais pour autant, lorsque les télés étaient, pour certains télés étaient en face de fenêtres, finalement dans la matinée, le soleil a fini par tourner, fini par se lever aussi au-dessus des bâtiments dans Paris, et on a commencé quand même à voir apparaître certains reflets. Et puis lorsque j'ai fait aussi certaines images, que j'avais des confrères notamment qui étaient en face des téléviseurs, je me suis quand même dit, waouh, ça brille quand même pas mal. Clairement, j'aurais aimé que ça brille un peu moins. Pour autant, est-ce que c'est un mauvais filtre anti-reflet? On verra. Ce qui est sûr, c'est que on peut voir clairement des reflets. Et puis, lorsque j'ai utilisé mon petit panneau de rétroéclairage, que vous connaissez un peu sur la chaîne, et
avec sa puissance à 100%, on voit bien que la lumière est complètement éclatée sur le panneau et que ça provoque de longues traînées tout autour. Alors c'est un cas certes assez extrême ici, comme démonstration, mais tout cela pour vous dire qu'il est sans doute meilleur que ce qui existe aujourd'hui au sein de chez TCL, parce que je pense qu'ils vont plutôt travailler à quelque chose de mieux. Mais pour ma part, je l'aurais aimé moins glossy, et puis surtout, en fait, il est, à défaut de peut-être être sans doute meilleur, il est assurément, pour eux, je pense, différent, parce qu'ils voulaient encore atteindre un rendu très profond du noir, vraiment avoir quelque chose qui est capable d'augmenter les contrastes, et c'est dans la structure de tout ça. On sait que c'est au sein de la technologie LCD, tout peut faire la différence. Comme sur le LED, un panneau mat sur un S95D provoque des effets grisonnants sur le noir, et puis je reviendrai sur mon appréciation du S95F quand je l'aurai testé, mais je l'ai vu aussi à Francfort, donc je peux aussi vous dire que je trouve que le revêtement mat de la dalle, le filtre mat, parce que c'est pas une dalle mat comme sur The Frame, ça faut le savoir, c'est vraiment un filtre qui est appliqué. Et donc ce filtre mat qui est appliqué sur le S95F, clairement, pour ma part, j'ai trouvé meilleur parce que moins agressif dans le sens où l'impact de la lumière directe sur le panneau, affadissait moins les couleurs et donnait moins cet effet un peu grisouille sur le noir. Parenthèse refermée sur le produit de chez Samsung pour en revenir à notre produit de chez TCL. Donc je pense que c'est une forme de combinaison. Je l'aurais aimé moins glossy, mais pour autant, là, du coup, on se rapproche des noirs avec cet effet un peu encre. Mais vous remarquerez que lorsque je bouge autour des TV, il y a quand même comme un effet de blooming. Et là, attention, 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 je le redis, on est sur des télés qui sont en mode dynamique, certes, avec des boucles que l'on imagine très très bien optimisées, ces boucles de démo, mais on est sur les versions les plus lumineuses du panneau. Et déjà, je peux vous dire que par moment, je me suis dit, ah ouais, ok, là, en mode dynamique, nous produire un truc comme ça, c'est pas déconnant du tout. Donc oui, en l'état, ça pète côté luminosité, ça chante dans les couleurs, peut-être un peu trop d'ailleurs dans ce mode dynamique. Et je pense clairement qu'une nouvelle fois, le socle technique va être très bon, mais qu'on aura mieux à la maison une fois qu'on va commencer à mettre les mains dans les réglages. Et vous allez voir que j'ai justement un petit truc très intéressant à vous dire là-dessus. Mais avant cela, je vais terminer cette partie concernant le rétroéclairage par une autre information liée cette fois-ci à cette fameuse valeur de Optical Distance, qu'on résume souvent comme étant OD. C'est un OD qui est souvent suivi d'un chiffre qui exprime en fait la distance en millimètres qu'il y a entre le panel LCD et le système de rétroéclairage, en l'occurrence mini LED. Alors vous connaissez OD5, OD10, en 2025, la dénomination qui figure sur certains documents que m'a montré TCL, je suis pas sûr de pouvoir vous les montrer ici, donc je ne les ajouterai pas dans l'illustration, mais il a été évoqué qu'on est désormais sur un OD dit micro OD. Cette dénomination s'applique aux C6, C7, C8, C9 et X11K, donc l'intégralité de ces produits de 2025, et c'est pourquoi, il est à considérer que désormais, derrière ce super micro OD, en fait, cette distance optique varie entre 5 et 7 mm en fonction non seulement de la gamme, mais aussi en fonction des diagonales d'image au sein même d'une gamme. Dans les faits, c'était déjà très bien sur le C89B. Donc comme TCL et CSOT ont plutôt pour habitude de nous faire progresser les TV, on va considérer que ça va aller vers du mieux. Je vais maintenant aborder la partie ergonomie des TV. Et cette fois-ci, on va faire un zoom plus spécifiquement sur les C8 et C9K qui intègrent cette année un truc présenté en 2024 notamment et qui portait la dénomination chez TCL CSOT de SNB pour Super Narrow Bezel. Vous pouvez le voir à l'image, les bordures de la dalle sont désormais très très proches du châssis. En fait, elles sont à fleur du châssis. Jusqu'à présent, on avait un châssis avec une bordure noire, et puis ensuite, on avait le début de la dalle LCD qui rajoutait encore une tranche noire d'un peu moins d'1 centimètre. On était entre 5 et 8 mm, 1 centimètre, on va dire. C'est aussi des travaux qui ont été faits du côté des téléviseurs OLED. Si certains se souviennent, LG Electronics, à un moment donné, avait fait entrer les nouvelles dalles. C'était pas du temps de la génération des C1, je sais plus. Bref, il y a eu une évolution qui a été apportée
où justement ils avaient travaillé, c'est les panneaux OLED de X de mémoire, hein, où ils avaient travaillé sur la finesse des bordures de l'écran. Bon bah sur le LCD, là aussi on avait un sujet. Attention, on n'est pas encore au niveau de ce que nous propose Samsung sur ses téléviseurs 8K avec l'Infinite Display, où là c'est vraiment un cadre qui enchâsse une dalle sans bord aucun. Là, il y a toujours une toute fine bordure de quelques millimètres, bordure argentée que l'on voit vraiment à peine lorsqu'on est en face d'un téléviseur. Alors là, en plus, on a des 75 pouces devant les yeux, donc je pourrais vous dire qu'on est vraiment sur quelque chose de très très propre, fini, le contour noir autour du panneau LCD. C'est une jolie évolution. Et à titre de comparaison, justement, eh bien, je vous montre ce que ça donne sur le C7K. On a toujours, eh bien, cette petite bordure noire environ 1 cm qui ensuite eh bien se pose sur le châssis. Côté épaisseur, sachez-le, il n'y a quasi aucun changement. J'ai regardé vaguement les fiches techniques, hein. Certains des modèles eh bien sont très très proches dans les dimensions. Il y a des choses qui changent, on voit des choses qui changent, pardon, on voit que la conception même, le design même du TV, alors qu'on avait un dos plutôt arrondi par exemple sur le C89B qui était une courbe comme ça jusqu'à sa partie qui était la plus épaisse, qui mesurait environ 5,7, 5,8 cm d'épaisseur sur un 75, eh ben c'est sensiblement la même chose, quasi au millimètre près pour par exemple un C8K à diagonale équivalent. Donc grosso modo, pas d'évolution sur l'épaisseur du téléviseur, notamment sans doute aussi peut-être à cette intégration de ces fameux ces fameux miroirs. C'est pas vraiment un sujet, ils sont pas en train de nous vendre un téléviseur ultra slim, sans oublier que chez eux, ils ont aussi fait le choix d'intégrer des systèmes audio plutôt bien dimensionnés, au sens où ils intègrent du caisson de basse, souvent deux caissons de basse, parfois même en position haute en fonction des modèles. Et donc ça aussi, ça prend de la place. Donc ne comptez pas avoir en 2025 des modèles ultra slim, mais néanmoins, c'est vraiment très très bien fini. Et puis il y a de l'évolution sur la conception du pied. Vous savez que moi j'aime bien porter une attention particulière à tout ce qui concerne le câble management. Et bien là, TCL a encore amélioré les choses avec un capot beaucoup plus simple à enlever, puisqu'en fait celui-ci coulisse tout simplement vers le haut. Le travail qui avait été fait sur le pied central de la précédente génération, j'avais trouvé plutôt ça intéressant parce que déjà le cache plastique permettait de bloquer les câbles. Là, non seulement ça bloque plutôt bien les câbles, mais le passage des câbles est bien fait. On a des jolies ouvertures sur ce capot qui est sur le dessus. Ça me fait un peu penser d'ailleurs d'une certaine manière presque à une sorte de boîtier One Connect qu'on aurait posé derrière. Alors, il n'y a absolument aucune connectique, hein, mais dans sa conception, ces petits stries, je trouve qu'il y a un petit côté Samsung. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc en tout cas, une fois qu'on a enlevé ce cache en plastique, on retrouve des petites rainures pour passer chacun de vos câbles HDMI, câble Ethernet, câble d'antenne, etc. Et puis, en y attachant aussi un petit peu plus d'attention, j'ai pu remarquer que au dos, dans cette sorte de barre transversale qui parcourt tout le téléviseur, eh bien, qu'il y a des petites encoches carrées, en fait, qui me semblent bien spécifiques, qui me font penser notamment, je crois que c'est Panasonic qui fait ça. Et en fait, ils livrent dans leur carton des sortes de petits crochets que l'on vient enficher là-dedans et sur lequel, en fait, on rabat tout simplement une pince pour maintenir les câbles en place. Moi, je vois très très bien ça comme ça, voilà. Je me suis dit, je vais poser la question aux équipes de TCL. Elles étaient occupées, j'ai fait mes images et puis je suis passé à autre chose. On aura l'occasion d'y revenir. Mais en tout cas, il y a un soin qui est apporté à ce truc-là. Et puis, Olivier aussi m'a dit que le pied central était réglable selon 3 hauteurs. Voilà, du coup, moi, encore une fois, j'ai démonté le capot et donc j'avais profité, j'ai essayé de commencer à scruter un peu le truc. J'imagine très bien les 2 hauteurs. Pour la 3e, je vous cache pas que je me pose un peu des questions. Alors, ça peut se jouer à pas grand-chose, donc peut-être que les vis, elles sont derrière le gros cache. En tout cas, chez TCL France, on nous parle de 3 hauteurs. Bon, affaire à suivre. Olivier me l'a dit, donc je vous partage cette information telle qu'elle est. En revanche, il a été aussi dit autre chose sur la connectique. Les fiches techniques des TV font état de 4 prises HDMI 2 points. Bon, ça, j'ai envie de dire, si on est un petit peu malin, on se dit, il n'y a rien de nouveau. C'était déjà le cas sur le C89B, ils affichaient déjà 4 prises HDMI 2 points. C'est le cas sur beaucoup de modèles. Si vous n'êtes pas, si vous êtes un petit peu attentif, vous avez peut-être vu ça, et puis surtout, vous avez sans doute vu aussi que, justement, il y avait cette espèce de flou où les marques pouvaient dire, OK, nous, on a du HDMI 2 points, à partir du moment où une partie des fonctions du HDMI 2 points sont associées, eh bien, à la prise physique en question. Bon, moi, premier truc que j'ai fait, quand Olivier m'a dit qu'on était sur 4 prises HDMI 2 points 48 gigabits, s'il vous plaît, 48 gigabits,
je me suis dit, bon, bah, c'est cool, ça peut traduire pas mal de choses. Accessoirement, un nouveau processeur, et puis, bah, aussi quelque chose de concret, de visible. Bon, bah, vous me connaissez, hein, je suis passé derrière le téléviseur, histoire de lever le doute qui, pour moi, planait, parce que j'ai quand même vu les équipes TCL à Varsovie, je les ai vus à l'IFA de Berlin, et ils m'avaient clairement dit, nous, le sujet du processeur, on va se le traîner un petit moment encore, non pas que ce soit un sujet, mais en tout cas, on va conserver cette puce Pentonic 700, un bout de temps encore, parce que, voilà, c'est quelque chose qui commence à maîtriser. Alors oui, moi, clairement, j'aimerais bien qu'il passe sur du Pentonic 1000, et j'avais donc ça en tête. Donc, Pentonic 700, 4 prises HDMI 2.1, 48 gigabits. Ok, il y a un truc. Je suis allé voir, et donc effectivement, eh ben, pas de surprise, les ports 3 et 4 sont indiqués comme étant de l'Ultra HD à 60 Hz. En revanche, il y a un truc qui est un peu nouveau, c'est que les prises 1 et 2 sont cette fois-ci indiquées comme étant Ultra HD 144. Je vous rappelle que l'année dernière, on était sur 144 pour la prise numéro 1, 120 pour la prise numéro 2, et le e-ARC est cette fois-ci sur le port numéro 1. Alors ça va plaire ou pas, certains d'entre vous, je vous laisserai vous exprimer. Pour l'instant, j'en retiens qu'on est sur une configuration qui n'évolue pas réellement, et d'ailleurs ça m'a été confirmé par Marek qui m'a clairement dit on est toujours sur un Pentonic 700 et il n'y a rien de nouveau, de franchement nouveau, m'a-t-il dit, sur la plateforme. Et je lui ai dit, bah attends, on est quand même sur 2 prises HDMI en 144 Hz, il y a peut-être un truc qui a quand même changé. Et il m'a répondu un truc du genre, ouais mais bon, ça c'est presque une optimisation, en gros c'était sans doute déjà possible, ils l'ont fait, mais retenez juste, c'est la même base. Pentonic 700, 2 prises HDMI 2.1 plein format, et puis donc 144 Hz en Ultra HD, 288 Hz en Full HD, avec cette fonction Game Accelerator, et puis bah pour 3 et 4, ça sera de l'Ultra HD, enfin de l'Ultra HD pardon, en 60 Hz. Donc voilà, vous savez tout maintenant et bien sur les principales évolutions qui vont être apportées à la gamme 2025 chez TCL, et vous voyez bien qu'il y a quand même de quoi faire. Désormais, eh bien, vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne les vidéos qui vont être découpées et consacrées au C6K, C8K, C9K, X11K. Et puis, bah voilà, vous aurez comme ça toutes les informations à consulter, à grappiller sur les différentes vidéos tout au long de l'année. Et puis à suivre, je l'espère, très très vite les tests complets de ces téléviseurs. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!